très souvent, c'est ce que j'ai trouvé dans mes travaux, la honte est limitée à un sujet social, c'est-à-dire c'est un outil de régulation sociale, et ça n'existe que dans le regard de l'autre. Et je crois que c'est une vision un peu limitative de la chose. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Marc de Bonny, journaliste politique, grand reporter, co-auteur pour la chaîne YouTube et les spectacles Et tout le monde s'en fout, homme, défenseur des droits humains, formateur, mais également idéaliste. Bonjour Marc et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité, je suis hyper content d'être là avec vous. Eh ben, on est content aussi. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner encore beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. Voilà, j'ai fini mon intro, j'en arrive à ma première question pour toi Marc. Qu'est-ce que te dit ta sensibilité là tout de suite ? Je suis assez ému, j'ai un peu d'appréhension évidemment parce que ce soir on va parler d'un sujet particulier qui m'est très cher, mais voilà, qui est la honte. Et évidemment parler de la honte c'est pas simple, donc je vais en confiance mais avec la petite appréhension naturelle qui va avec le sujet. Ok, donc il y a de l'enjeu sur le sujet pour toi et c'est pour ça, moi ça m'a intéressé de voir que ça t'intéressait, voilà. J'ai préparé mes petites questions, j'espère qu'elles seront à la hauteur de ce que tu es en train de faire au niveau des recherches. Mais on va commencer un petit peu par toi, qui tu es. Et j'avais envie de te poser cette question, est-ce que tu te souviens comment ça a été pour toi de réaliser que tu étais un humain parmi les humains ? Comment ça a été pour moi ? Ça n'a pas été simple, ça a été un processus long. Pour moi, c'est passé à travers la passion de l'histoire et de certaines périodes historiques un peu particulières. Quand j'étais petit, j'ai été un gamin traumatisé à différents égards. Et vers l'âge de 9 ans, assez jeune, je me suis pris de passion pour la Première Guerre mondiale, notamment la première, puis après ça s'est étendu, la seconde, la guerre de 1870, la Commune de Paris, enfin voilà, toute cette période très intense 19e, 20e siècle dans laquelle j'avais encore des racines familiales et avec le regard que je porte aujourd'hui, qui sont des périodes particulièrement difficiles et honteuses. Et en fait, moi-même qui étais un gamin vachement cabossé, je crois que je suis allé me plonger là-dedans pour trouver une place dans l'humanité, en fait, avec ce que je portais déjà en tant que gamin. Et j'ai eu besoin de me confronter à ce que l'espèce humaine avait de encore plus honteux, pour pouvoir me trouver une place et me sentir autre chose qu'une bizarrerie monstrueuse, quoi. Donc c'est intéressant, t'es allé consulter la monstruosité humaine à l'endroit où elle était pire que celle que tu ressentais à l'intérieur de toi, c'est ça ? Exactement. Okay. En fait, je pense spontanément, parce que ça m'a souvent interrogé, qu'est-ce que fait un gamin à 8-9 ans, aller se passionner pour des trucs aussi particuliers, et ça tournait beaucoup autour des choses morbides, on va pas se mentir. Et qu'est-ce qui expliquait cette morbidité ? Aujourd'hui, je l'analyse comme ça. En fait, je suis allé me confronter à ce que dans le panel de l'histoire récente et palpable encore, il y avait de plus intense, de plus difficile dans la honte, pour constater que j'avais ma place parmi les humains. Donc ça s'est fait comme ça, d'une certaine manière. Alors, je dirais pas dans la douleur, parce que cette passion-là, gamin, je l'ai bien vécue, mais de manière un peu bizarre et étrange comme ça. Ouais, contre-intuitive, on pourrait dire. Ok. Ma prochaine question alors tombe un peu sous le sens, mais je te la pose quand même. Est-ce que cette première rencontre avec l'humanité a un lien fort avec celui que tu es devenu aujourd'hui ? En d'autres mots,
qu'est-ce que l'adulte que tu es devenu fait encore aujourd'hui au nom du ressenti du petit garçon qu'il a été dans un premier temps? Ah là là, alors c'est vraiment pour le coup un très très gros sujet pour moi. Le je suis un narrateur, je suis un porteur d'histoire. Il y a une pièce de Michalik qui porte ce nom, qui est vraiment très éclairante sur ce concept du porteur d'histoire. Et en fait, j'ai gardé, je pense, de cette passion de l'histoire quand j'étais gamin, une fascination en fait sur autour de la question de l'histoire juste, de qu'est-ce qui est entre guillemets considéré vrai ou pas vrai, les mensonges, les tabous, tout ce qu'on va mettre sous le tapis. Et du coup, j'ai été moi-même pendant très longtemps un pilier de l'unité de ma famille, parce que j'étais à la fois porteur du secret et donc aussi le maître du narratif. Parce que celui qui détient le secret et qui en libère tout ou partie, quelque part, c'est une forme aussi de pouvoir dans la systémie familiale, dans parce que voilà. Et donc je pense que dans tout mon parcours, c'est un point commun. J'ai cette chose, autour du récit, de la narration, et c'est ce que je fais au nom de ce petit garçon aujourd'hui. C'est de porter haut un discours qu'il a dû taire lui pour pouvoir survivre. Ok. Merci déjà de partager ça, parce qu'il y a quelque chose j'ai l'impression, qui est très réfléchi aujourd'hui pour toi et qui a automatisé un petit peu la façon dont tu as pu fonctionner dans un premier temps. Donc en fait, tu as éclairci tes automatismes d'une certaine façon, c'est ça? Complètement, je travaille dessus parce que quand on a un parcours traumatique, parfois la manière dont je pourrais le vulgariser, c'est comme si ce petit garçon traumatisé, il prend les commandes de la personne que je suis adulte. Et ça peut être bien, hein. Des fois il faut pouvoir le faire. Vous voyez derrière moi d'ailleurs, je lui laisse de l'espace avec pas mal de Lego. Mais ça peut être aussi gênant, dérangeant. C'est là-dedans que je mettrais des conduites compliquées qui font que les personnes qui ont vécu des traumas importants ont une espérance de vie réduite, et conduite à risque par exemple, ce genre de choses. C'est quand notre gamin intérieur, notre ado intérieur, dit ma thérapeute, prend les commandes, vraiment le volant de la voiture, quoi. Et des fois, il faut réussir à refaire la part des choses, à se poser la question, voilà, à quel âge j'ai quand je ressens cette émotion, quand je vis ça, quand je me plonge dans tel ou tel refuge, pour pouvoir remettre les choses à leur place, et peut-être petit à petit redonner les commandes à qui de droit en temps voulu. Parce que évidemment, il ne s'agit pas de se couper de l'enfant, mais de lui rendre justice pour arrêter de le subir. Ouais, j'entends. Du coup, à titre personnel, tu vois, je fais de l'accompagnement aussi thérapeutique avec des gens. Et en l'occurrence, quand on devient, en fait, quand on a les moyens émotionnels de celui qu'on était au moment où on a vécu un traumatisme, puisqu'en fait, il prend le lead à ce moment-là, celui qu'on était. Eh bien, pour moi, c'est comme si un peu il nous tapait sur l'épaule en disant, j'ai pas été vu au moment où j'ai vécu ce que j'ai vécu, et j'ai besoin qu'on me voie parce que je suis coincé dans une réalité qui est à la fois traumatique et à la fois, comme personne l'a vu, elle a pas été validée. Et donc c'est horrible, parce que ce qui m'est arrivé de plus grave, c'est à la fois comme si c'était arrivé pour personne. Et donc du coup, je sais même pas si c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Et la difficulté avec ça, c'est que ça peut durer très très longtemps. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un travail réparateur, un travail de reconnaissance pour permettre justement à cet enfant intérieur traumatisé qui nous tape sur l'épaule de se sentir entendu, j'ai la croyance personnelle, par mon vécu, ce que j'ai pu constater autour de moi, que ça peut nous bloquer dans l'évolution de la vie, et ça peut même conduire directement, je le crois personnellement, à une mort prématurée, à être assez malheureux au point de la dépression, de développer des pathologies cardiaques, des maladies auto-immunes, ce genre de choses, quoi. Ouais. Oui, et puis de développer aussi peut-être un terrain fertile aux addictions, aux compensations qui sont sur le moment des shoots de satisfaction, et puis à terme peut-être des problématiques bien graves, quoi. Complètement. Ce qui peut se passer, c'est aussi
très simplement de perdre le temps de sa vie, le temps précieux de cette fille a priori unique, on n'en sait rien, mais a priori cette seule vie qu'on a sur cette terre, de le passer effectivement dans des endroits refuges qui nous permettent de nous couper aussi du présent, de nous couper du ressenti et qu'on risque de regretter à un moment parce que alors moi je suis auteur, j'adore par exemple les séries, j'ai passé des nuits à binge-watcher des séries, mais parfois aussi ça peut être un refuge et ça peut être une stase un peu dans laquelle on met sa vie en pause. Pareil avec l'alcool, pareil avec le fait de fumer. Voilà, combien de collègues quand on travaille en entreprise, on voit sortir de la boîte, immédiatement commencer à picoler, rentrer à moitié bourré à la maison et puis reprendre le matin et ça peut tourner en boucle comme ça à l'infini. Ouais. Enfin, pas à l'infini écoute... justement. Ouais, justement, on peut aussi se rencontrer dans ces automatismes et puis peut-être écouter le message que ça a délivré, ces boucles en fait. Soit on reste coincé dedans, soit on va pouvoir sortir de cette boucle-là et voir toute la pertinence qu'elle avait à se répéter jusqu'à ce qu'on l'entende finalement. Tout à fait, et c'est même souvent ces boucles, je les interprète un peu comme un appât au bout d'un fil de pêche. Il faut essayer de les repérer et puis de remonter le fil pour voir d'où ça vient et pour remonter justement à cette parole de détail de l'enfant qui n'a pas été entendue pour pouvoir libérer et passer à autre chose. Bah écoute, ma prochaine question va plutôt passer à ton côté journaliste, mais je pense qu'on reviendra sur ce qu'on est en train d'évoquer. En fait, on commence fort. Je pensais que je suis ravi qu'on commence fort comme ça. Et en même temps, je me dis, on va faire un petit crochet quand même par le journalisme parce que je pense que ça fait partie de ton expérience et que ton expérience elle est précieuse à ce sujet-là. Et donc, au cours de ta vie, t'as beaucoup été amené à observer, analyser, écrire, synthétiser, trouver un angle, un point de vue. Et tu te retrouves forcément à avoir un pied en dehors du monde pour l'observer avec du recul et un pied dans le monde pour retranscrire ce que tu as vu de façon intelligible pour le monde en question. Qu'est-ce qui est le plus facile pour toi, faire partie du monde ou bien prendre du recul pour l'observer ? C'est une autre caractéristique des parcours de déglingués et des enfants un peu traumatisés, c'est que j'ai développé par la force des choses, pour arriver jusqu'à 40 ans, une capacité à la dissociation. Et le journalisme, c'est un métier qui requiert cette capacité-là. C'est exactement ce que tu viens de décrire, être à la fois dans le présent et pas dans le présent. Moi, j'appelle ça être en méta, c'est-à-dire en observation d'une situation, d'une situation relationnelle, un peu à la manière d'une caméra de surveillance pour observer et comprendre. Moi, évidemment, en termes de facilité, j'ai beaucoup plus de facilité à faire la caméra de surveillance et mon chemin ces 10-15 dernières années, ça a été d'apprendre de plus en plus à être présent dans mes baskets, à couper justement cette observation et cette voix intérieure qui analyse et qui commande tout le temps, parce que elle est parfois envahissante et elle me permet pas, en tout cas quand j'étais plus jeune, de vivre pleinement les choses. Puis aussi ça pouvait me créer à l'intérieur des intensités émotionnelles qui étaient pas tenables. Et donc voilà, je te dirais le plus facile pour moi, c'est plutôt l'analytique et j'essaye d'aller de plus en plus vers le très concret, le présent, le sensitif en direct, quoi. Est-ce qu'à l'époque où tu as eu cette carrière-là, tu as pu remarquer le même besoin autour de toi, des autres journalistes, justement, à être en méta comme ça? Et est-ce que c'était le même mécanisme que tu pouvais observer chez toi qui se faisait chez eux? Et est-ce que vous avez pu en parler, le cas échéant? Honnêtement, c'est assez variable. Tous les journalistes ne font pas ça. Je pense que moi en particulier, je travaillais sur l'extrême droite, et donc c'est pas du tout mon univers politique personnellement. C'est même plutôt des idées qui sont inverses aux miennes, voire qui me font peur. Et comme quand j'étais gamin, je suis allé voir ce qui me fait peur, ce qui me repousse, pour essayer de le comprendre. Et d'en sortir aussi peut-être moins clivé, plus intelligent entre guillemets.
Et du coup, j'ai observé autour de moi qu'il y a vraiment différentes manières de faire. Mais d'ailleurs, moi, j'avais une typologie de journalisme assez particulière, entre guillemets. J'étais un bad cop dans ce que je faisais. Et j'avais un collègue qui travaillait avec moi au service politique qui était le good cop. Et lui, il le vivait très différemment. C'est-à-dire que son journalisme politique, c'était aussi dans ses loisirs. Il allait dîner avec les sources. Il partait en vacances avec. Il y avait une proximité, un tutoiement, tout un tas de choses, voilà, qui sont pas du tout du même ordre. Donc voilà, il y a différentes manières de faire. Je pense que ça dépend et que ça a trait aussi à ce qu'on veut faire, la manière de travailler le récit justement, et on n'obtient pas les mêmes informations. Ouais. J'entends. Bah, du coup, ma prochaine question tombe à pic. Tu assumes publiquement justement avoir une sensibilité politique plutôt de gauche. Et pourtant, en tant que journaliste, tu as travaillé au sein des rédactions comme TF1, Le Point, Le Figaro. Et si on entre dans une vision du monde binaire, tu as dû ressentir beaucoup d'émotions contradictoires en travaillant pour des entreprises aux antipodes de tes convictions personnelles. Est-ce que tu as vécu cette période comme étant une sorte d'infiltration? Alors, mon orgueil répondrait, mais oui, bien sûr. En plus, pour dire toute la vérité, moi j'ai une formation politique trotskiste. J'ai été pendant 6 ans militant au NPA, à la LCR puis au NPA. Et donc vraiment cette culture-là de l'infiltration, ça fait aussi partie des choses qu'on peut faire dans ce mouvement politique-là. La vérité, c'est que quand j'y étais, dans ces rédactions, j'ai évidemment vécu une dissonance cognitive hyper intense et ça a été très difficile comme gymnastique. Il y avait même une forme presque de masochisme. Après, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je dois dire au Figaro, en fait, j'ai été bien accueilli. Alors, je parle du Figaro parce que c'est là où j'ai travaillé le plus longtemps. Et on m'a accueilli dans ma particularité. En fait, ils ont compris à l'époque, ils avaient un intérêt à avoir un gauchiste qui travaille spécifiquement sur Marine Le Pen, parce que eux, ils votent pour les candidats de droite traditionnelle et qu'ils avaient peur, en gros, que les électeurs soient siphonnés par le FN à juste titre. Et du coup, ils avaient besoin d'un journaliste un peu agaçant, piquant, fouille-merde, comme on dit, à cet endroit-là, et donc ils m'ont laissé faire. Et à cet endroit précis, c'était ce que je pouvais faire dans un cadre éthique et d'alignement de valeurs qui allait dans nos intérêts entre guillemets respectifs, quoi. Donc oui, ça a été une gymnastique et j'ai réussi à trouver un équilibre et l'honnêteté m'impose de dire que j'ai franchement été bien accueilli et que ça s'est bien passé. J'ai pu faire des trucs absolument géniaux grâce à cette rédaction et voilà, je le regrette pas du tout. Après, j'ai toujours su que ça pourrait pas durer tout le temps. C'était un peu comme un sacerdoce. Je sais, j'étais en mission effectivement, et là, c'est l'orgueil qui reparle. Hein, mais oui, j'avais l'impression que j'étais le ver dans la pomme, que je pouvais approcher des présidentiables et en l'occurrence ceux qui menaçaient ma vision de la société, et que j'avais le pouvoir d'agir un petit peu à cet endroit-là. Maintenant, l'honnêteté m'oblige aussi à dire que ma conclusion, c'est que c'est une illusion de l'orgueil. C'est-à-dire que, quel que soit le récit que je portais à cet endroit-là, c'est-à-dire en tant que journaliste politique, il n'y a pas, à mon avis, de levier suffisamment efficace au regard des urgences générales qui nous incombent et du faible temps aussi que nous avons devant nous, selon mes croyances. J'ai presque envie de faire une parenthèse pour te dire, est-ce que l'orgueil, c'est pas la nécessité de s'aimer malgré tout quand on a du mal à le faire? L'orgueil, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est quelque chose, je pense, qui est souvent diabolisé dans nos cultures. Or, en fait, c'est juste un état de fait et un outil. On en a besoin. C'est simplement, il faut pas qu'on le subisse. Pour moi, le sujet, c'est de réussir à se regarder faire, parce que parfois, il peut aussi nous amener à croire un peu trop aux histoires que l'on se raconte. Oui, il peut permettre de fonctionner, de dépasser certaines limites, puis on peut rentrer dans l'hubris et perdre complètement les pédales, quoi. Exactement, Okay. et au point parfois aussi de se faire très mal.
Hmm. Oui, parce qu'il nous ramène finalement à la place. C'est une sorte d'élastique au bout d'un Tout moment. à fait, tout à fait. Et je me demandais, est-ce que le fait de vivre pour de vrai et dans la durée une opposition aussi binaire sur le papier a fait apparaître des zones de gris pour toi là où tu les aurais pas cru possibles? Oui, bien sûr. Et je pense que c'était aussi un des objets de cette démarche quand je disais tout à l'heure essayer d'être un peu plus intelligent par rapport à ce qui me fait peur et ce qui me repousse. Bien sûr, bah, j'ai été amené à m'immerger, à rencontrer, discuter avec les affreux fachos que dans les milieux de gauche bien pensantes sont un concept invisible qu'on rencontre pas. Donc j'ai été amené à passer des semaines dans le nord de la France, dans des villages qui ont voté à 90% Marine Le Pen, à discuter avec des gens en souffrance, des gens désespérés, à pouvoir bah, mettre de l'humain aussi et à déconstruire un peu le monstre. Quand je dis le monstre, c'est au sens symbolique et à voir aussi bah, les limites de l'entreprise de diabolisation, comme on a longtemps dit sur ces sujets-là, c'est-à-dire ce comportement dont j'ai fait partie, d'attaque aussi de ces personnes-là. Alors, par contre, je ferai un vrai tri entre ce qui sont les cadres politiques et les responsables et les gens qui votent pour eux. Euh, Mon expérience des cadres politiques m'ont plutôt conduit à une radicalisation personnelle dans mon rapport à la politique. Par contre, la rencontre des gens, oui, ça a fait émerger évidemment de la zone grise. Ce sont pas, je regrette que ces personnes votent comme elles votent et soutiennent ce genre de mouvement. Maintenant, je me suis convaincu qu'il faudrait faire quelque chose avec elles et eux aussi, évidemment. Par contre, au niveau du personnel politique, je suis arrivé journaliste politique parce que passionné d'institutions, passionné de l'histoire de la démocratie, confiant aussi dans le système tel qu'il existe, de démocratie représentative. Et j'en suis sorti quand même assez convaincu que malheureusement, à mon avis, ça n'est plus par là qu'on peut se sortir de la mouise dans laquelle il semble qu'on est tombé. Hmm. J'aurais presque envie de te poser une question aussi là, c'est parce que tu as une expérience à ce sujet-là diverse. Comment on fait pour ne pas nourrir ce qu'on considère comme étant la bête? Parce que quand on la combat, on la renforce, et quand on la combat pas, elle continue d'exister. Comment on fait pour être tranquille avec ça? C'est très compliqué. En fait, c'est le sujet éternel de la guérilla et des mouvements de conflits asymétriques. En tout cas, c'est ma vision. Pour moi, la bête, elle est dominante. Pas forcément, d'ailleurs, l'extrême droite. À mes yeux, selon mes convictions, mes valeurs, la bête, elle a le visage du patriarcat, le visage du capitalisme, le visage de la haine raciale, de la haine du genre, de la haine voilà qu'on voit aujourd'hui malheureusement reprendre une vigueur qu'on n'avait plus vue depuis pas longtemps. Et ce système actuel reposant notamment sur un contrôle des personnes par la mise dans la honte au regard justement de tous ces aspects qu'on peut qualifier de la bête, on est obligé entre guillemets d'y donner le change d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en existant en tant qu'occidental ici, de toute façon, on est comme des petites piles individuelles qui, même si on est contre, nourrissons la systémie. Et quand on est dans une polarité du système, en fait, c'est comme des aimants, vous voyez, qui tournent sur eux-mêmes. On fait tourner la machine. La question pour moi, du coup, c'est une question de compromis. C'est comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre détourner de la ressource pour la retourner contre la machine et l'alimenter de l'autre côté. Il y a forcément un moment où il faut donner le change. Par exemple, pour la narration, le journalisme, il faut pas se faire d'illusions. À mon sens, ça sert toujours un discours.
Sinon, on ne laisse pas ce discours s'exprimer. Si un discours est trop en rupture, est trop brutal, est trop déstructurant pour les fondamentaux de la société va pas permettre à ce discours d'exister. D'ailleurs, il y a des politiques comme Éric Zemmour qui se sont fait une spécialité d'étendre ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, qui est, pour faire vite, le champ du discours acceptable dans l'espace médiatique. Donc en fait, voilà, il y a un jeu pour moi, un jeu raisonnable, de qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on prend. Et je pense, en tout cas, j'ai fait le constat que c'est pas une personne, c'est pas un verre dans la pomme qui peut bouger les choses, mais petits à coups par petits à coups, on peut modifier des lignes et on peut changer quelques éléments. Après, Ok. par contre, à mon sens, il peut être illusoire, voire pas très constructif, voire relever de l'orgueil spirituel d'ailleurs, que de prétendre être complètement étranger à la bête et de ne pas vouloir du tout jouer le jeu, entre guillemets, donner le change. Moi, j'appellerais ça jouer le jeu de la vie, parce que on est né ici dans ce temps avec ces conditions-là. C'est ce temps et ces conditions-là, ce qu'on appelle la bête, nous confèrent aussi, même si c'est difficile de le percevoir, des privilèges individuels en tant qu'occidentaux. Et à mon sens, charge morale à nous d'en faire quelque chose de ces privilèges. Du coup, si on n'en fait rien, c'est la honte qui prendrait le relais pour toi? Non, euh, je dirais nous n'en faisons rien quand la honte prend le dessus. C'est pas Ok. si on n'en fait rien, la honte prend le dessus. La honte, le premier sujet de la honte, c'est une fonction inhibitrice. Ça inhibe les choses, ça mène, ça arrête le mouvement, ça coupe le circuit. Il y a quelque chose à creuser. Alors, je suis pas thérapeute, mais je suis assez persuadé et je sais que des thérapeutes creusent ce sujet. Il y a un lien très très fort d'ailleurs entre la question traumatique et la honte. Vous voyez, entre ce qu'on appelle le choc traumatique et tout ce que ça va provoquer justement d'arrêt des fonctions, d'incapacité à se saisir de quoi que ce soit justement et d'avancer dans la vie. Hmm. Si on en revient à cette période d'infiltration qui n'en était qu'à moitié une, quel est ton meilleur souvenir de cette période-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment reste comme une expérience que tu n'aurais pas vécue sans aller faire ce petit détour-là et qui reste vraiment quelque chose de fort pour toi et d'agréable? Alors, je vais être très spontané. Ce qui m'est venu immédiatement en tête, c'est un jour en 2015 où Marine Le Pen est rentrée en furie. Elle est venue jusqu'au siège du Figaro en furie avec ses gardes du corps et tout, en demandant «Il est où Marc de Bonny? Amenez-le-moi!» machin. Parce qu'il était très en colère à cause d'une série d'enquêtes que j'ai faites sur les candidats du Front National, d'abord au départemental, ensuite aux élections régionales, où en fait je suis allé inhumer des tweets, des propos publics qu'ils ont tenus qui relevaient du racisme, de l'homophobie, enfin, voilà, de tout ce qu'on peut imaginer de ces gens-là et qui étaient en contradiction totale avec la nouvelle ligne un peu ripollinée qu'elle essaie de porter à ce moment-là. Et donc le Front National était obligé de dégager ses candidats les uns après les autres et de leur trouver des remplaçants. Donc les 10 premiers, ils se moquaient de moi et au bout du 500e épinglé, ils ont commencé à péter un plomb littéralement. Et donc voilà, Marine Le Pen est arrivée dans les locaux du Figaro, elle a exigé que je vienne et c'est Alexis Brézé, le directeur de la rédaction du Figaro, qui est lui-même pas mal dans le positionnement à droite, qui a dû descendre pour parlementer et je lui en suis gré d'ailleurs, et pour calmer le jeu. Mais ce jour-là, ça m'a fait la sensation d'avoir réussi à taper dans le dur, ouais. Ok. Quelle est ta vision de la notion d'objectivité journalistique? C'est souvent deux mots qui sont associés, même si il y a pas mal de recul qui a été pris, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est l'objectivité journalistique finalement? Très clairement, pour moi, l'objectivité journalistique, c'est une invention commerciale qui apparaît avec la télévision privée. C'est-à-dire qu'après l'ORTF, dans les années 70, on a Mitterrand, et donc Mitterrand ouvre le marché, et notamment, vous avez des
grands empires du média privé qui se créent comme TF1. Et vu que ce sont des entreprises privées qui ont besoin de faire des très très gros chiffres, il y a une nouvelle logique médiatique qui se crée et qui va chercher entre guillemets la ménagère moyenne de moins de 50 ans, le fameux dénominateur commun. Et donc on va essayer de faire monter l'idée qu'il existe une lecture juste, universelle, équilibrée de l'information. Avant ça, il faut se rappeler que depuis le début des premières gazettes au XVIIIe siècle, l'information, elle est consommée par les personnes avec des différentes sources. C'est-à-dire que de manière assez spontanée, je me souviens par exemple, moi, mes grands-parents italiens me racontaient que dans l'immeuble, en gros, à chaque étage, un voisin achetait un journal et puis qui faisait passer le journal aux différentes heures de la journée au voisin du dessus. Et donc comme ça, en fait, ils lisaient 2-3 journaux, ils lisaient parfois 2-3 fois la même info, mais traitée avec le regard communiste, social-démocrate, libéral, et ils se faisaient cette idée-là. Et donc bon, bref, pour des raisons de nécessité de rassembler un maximum de monde à une heure dite pour générer un maximum d'argent en mettant une publicité à cette heure dite, on a créé la grand-messe du 20h, entre guillemets. Enfin, elle existait déjà, mais là, on l'a un peu transformée, puisque c'était plus la voix de l'État, la voix de l'ORTF avec Léon Zitrone, c'était un présentateur qui parle et qui, du coup, doit délivrer une information qu'on va qualifier d'objective. Et du coup, pour moi, c'est un très grave travers de la profession qui explique en grande partie comment malheureusement 25-30 ans, le journalisme qui était un métier noble et aimé et qui faisait rêver les jeunes est devenu un métier détesté, menacé au point que mes collègues, enfin et même moi-même, sur les dernières manifs que j'ai pu couvrir, il fallait des agents de sécurité. Mais les collègues de BFM, ils sortent sur le terrain dès que c'est un peu chaud maintenant avec 2 agents avec des matraques et compagnie, parce qu'ils risquent littéralement de se prendre des cailloux, de se faire tabasser. Et je pense qu'il y a un grave travers qui vient de plein de choses, mais notamment de ce mensonge-là. Parce que l'objectivité, en fait, c'est l'apanage de ChatGPT, c'est l'apanage des intelligences artificielles. Nous ne sommes pas des créatures objectives, on est des créatures sensibles. C'est peut-être même le seul sens à notre présence dans l'univers. Moi, je crois que nous sommes la part sensible de l'univers. Comme dans un corps, il y a des cellules sensibles. Je crois que nous, la seule chose qui nous distingue un petit peu du reste du règne animal et qu'on sait faire mieux que le reste de ce qu'on connaît jusque-là, c'est sentir et en parler. Et du coup, pour moi, tout l'objet du journalisme, c'est pas du tout l'objectivité justement. Et c'est d'être juste, différent. Je pense que le journalisme peut viser à l'honnêteté intellectuelle. Et en tout cas, moi, c'est ce que je me suis toujours fixé comme cadre, comme valeur déjà éthique personnelle dans ma vie de tous les jours et dans ma pratique professionnelle. Et je pense que c'est le mieux auquel on peut prétendre. Et ça, c'est une promesse entre guillemets qu'on peut tenir en tant que professionnel de l'info. Être honnête intellectuellement et être capable de produire des raisonnements et d'expliquer le cheminement de ces raisonnements et d'accepter la contradiction et l'enrichissement si c'est pertinent. Et voilà. Et Okay. ça a été difficile, cette position-là dans ma carrière, je le cache pas. Hmm. Merci de partager ça avec nous une fois de plus, parce que là, voilà, justement, il y a quelque chose de très... en fait, il y a une expérience qui est derrière toi, il y a plusieurs strates à cette expérience, et donc du coup, on sent que ça a bougé au fur et à mesure du temps, qu'il y a des choses qui se sont remises en place, remises en question, et c'est très important, et c'est très riche, et merci pour ça. À l'inverse de l'objectivité journalistique, on voit fleurir beaucoup de médias qualifiés de médias d'opinion. Et quel est ton regard sur ce mouvement? Est-ce que ça respecte l'honnêteté journalistique dont tu parlais juste avant, ou est-ce que c'est le dévoiement de ça? Ça dépend lesquels. Il y a de tout. Moi, en fait, j'ai toujours préféré un journal de droite qui dit qu'il est de droite qu'un journal qui prétend être objectif et qui en fait est de droite.
Évidemment, pareil pour les journaux de gauche. Donc non, pour moi, c'est un retour en fait à une norme. C'est-à-dire que là, ce qu'on va appeler le réel, la vérité, c'est un spectre. C'est comme regarder dans un kaléidoscope, et ce qui constitue la réalité, c'est une multitude de perceptions du réel. Il y a des films, hein, d'ailleurs, qui sont super, qui racontent une même scène racontée par 10 protagonistes qui ont chacun ressenti, vécu, observé, relevé des aspects différents de la scène. Et en fait, ils voient tous la même chose, mais ils ont tous été marqués par quelque chose de différent. C'est pareil pour l'information. En fait, le fait d'avoir un tuyau unique qualifié d'objectif, malheureusement, jusqu'ici, ça, je crois, appauvrit les capacités de réflexion individuelle, et ça colle pas non plus à une certaine habituation, éducation, hein, je pense, généralisée des gens au flux de l'information. Il ne faut pas oublier que depuis 20-25 ans, on a des générations aussi qui aujourd'hui sont des adultes, hein, qui ont été amenés à produire eux-mêmes de l'information à petite ou grande échelle, des récits en images, des récits en une phrase, en deux phrases, à se raconter à travers Facebook, à travers Instagram, à travers Twitter. Et du coup, il y a un niveau d'exigence aussi qui fait que les vieilles lanternes ne marchent plus, quoi. Et on ne gobe plus, comme avant les infos. Et du coup, les gens ont envie de, je pense, revenir à des infos qui disent d'où elles parlent, et à des perspectives qui sont enrichissantes, parce que aussi on comprend d'où elles sont portées, qu'est-ce qu'elles nourrissent, et parce que, encore une fois, hein, dans le champ de la société, on peut le regretter, mais tout message produit sert un intérêt. Alors bien sûr, ils servent pas tous le même un intérêt, mais ils servent tous un intérêt à un endroit. Et donc je pense que tout simplement le public aujourd'hui a besoin d'avoir une clarté là-dessus, et que c'est très sain en fait. Mhm. Donc ça voudrait dire que quand on fait ce métier-là, qui est un métier particulier, c'est-à-dire être journaliste, c'est prendre part à la réalité, l'observer et forcément avoir un point de vue sur elle, et donc du coup défendre une idéologie. C'est synonyme pour toi d'être être journaliste, c'est forcément être dans l'idéologie quelque part ou pas? Alors, ça dépend ce qu'on appelle être dans l'idéologie. Pour moi, le journaliste, c'est pas un idéologue, c'est pas lui qui va formuler en fait de la doctrine, quoique ça existe, hein, et en France notamment, c'est une particularité nationale. On appelle ça l'éditocratie. Et donc, on a cette forme un peu particulière. Moi d'ailleurs, j'appelle pas ça du journalisme, hein. Je pense que ces gens ne sont pas journalistes. Christophe Barbier, qui est bien connu parmi eux, a expliqué une fois, et ça avait marqué les esprits, que l'éditocrate, entre guillemets, l'éditorialiste ne doit pas aller trop sur le terrain, parce que ça pourrait perturber justement sa vision du réel. Et donc je trouve que c'est assez révélateur et symptomatique. Donc là, oui, il y a des gens qui peuvent être des producteurs d'idéologie, et donc ils vont donner un vernis et tirer tout ce qui va être produit dans le journal dans un sens. D'ailleurs, j'invite les gens un peu curieux, c'est souvent marrant de regarder le Figaro et de voir parfois la contradiction même dans le journal entre l'édito et certains articles qu'on va trouver dans les pages du journal. Mais bon, c'est très bien, hein, ça fait partie du sujet. Par contre, le journaliste, il travaille dans un système. Et il est journaliste au sein d'un système, il n'est pas journaliste tout court, ex nihilo, sorti de nulle part. Et donc ces informations, il va les chercher à un point A, il va les diffuser à un point B, et on lui permet de le faire d'une manière ou d'une autre. Évidemment, quand on est journaliste en Corée du Nord ou en Chine, c'est pas du tout pareil que d'être journaliste en France, en Belgique ou aux États-Unis. Ou pareil, on le voit très souvent en ce moment avec la Russie, enfin ces derniers mois, où on est très surpris, hein, de la manière dont les médias russes traitent l'information. Et donc là, on voit que c'est un cas de particulier qui servent un système, un cadre, mais c'est vrai aussi pour nous aussi. Si vous regardez LCI qui parle de la guerre en Ukraine, il y a très clairement un parti pris, c'est libéral atlantiste, pro droits humains, pro démocratie, et évidemment les journalistes s'inscrivent là-dedans, le commentaire s'inscrit là-dedans.
Mm. Bah, dans ton discours depuis tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs fois le mot systémie. Ça a l'air d'être quelque chose qui est très important pour toi dans ta réflexion et ta façon de réfléchir le monde et de considérer les choses. Est-ce que du coup tu as conscience que à l'intérieur d'un système tu vas être influencé par lui, mais également vu que tu es un maillon de ce système-là, tu vas influencer le système. Et est-ce que tu pourrais me donner, c'est une question qui me vient tout de suite, qui est peut-être pas très utile, remarque, mais est-ce que tu aurais, toi, une idée de à combien de pourcents t'es influencé, en gros, dans ton ressenti, et à combien de pourcents tu espères pouvoir influencer le système? C'est une bonne question. Euh, Si on parle de l'exercice du travail dans ce cadre-là, parce que cette question, en fait, elle aurait trois niveaux de réponse à mon avis. Il y aurait un champ, une réponse dans l'intime, une réponse dans l'occupationnel et une réponse dans le professionnel. Donc je peux répondre, s'il s'agit de faire des pourcentages dans le champ professionnel, je dirais que si on arrive à faire 60% servir le système et 40% l'influencer, c'est super. Je pense que la plupart de mon temps, j'étais à 80-20, avec des sautes à 30. Voilà. Le moment le plus fou de mon parcours, c'était Tout le monde s'en fout, très clairement, la série YouTube que j'ai créée avec mon frère et Axel Latuada. Là, on était sur du 80%. Hmm. Ouais, bah en plus on est plus ou moins enclin à se laisser influencer par le système en question. Des fois même on peut y prendre plaisir à dire l'émulation de ce système me fait plaisir, me nourrit, me transforme et j'y suis consentant d'une certaine façon, même si je sais pas trop ce que c'est en train de me faire, c'est ok. Et puis à des moments on peut être en infiltration dans un milieu qui au départ n'est pas notre tasse de thé et on peut se dire j'ai envie de résister comme on ferait un bras de fer, être plus influent sur le système qu'il ne l'est sur moi d'une certaine façon. Et ça doit demander beaucoup d'énergie par exemple. Complètement. C'est en fait, encore une fois, hein, pour pouvoir faire bouger la ligne, il faut comprendre. Pour pouvoir comprendre, à mon avis, on ne peut pas faire l'économie de jouer le jeu. C'est un peu comme dans certaines entreprises, et ça se faisait beaucoup plus dans le temps, une personne qui devait prendre un poste de cadre, elle allait passer 6 mois à faire tous les postes du plus bas de l'échelle de l'entreprise jusqu'à celui de sa propre secrétaire. Ça existe dans certains cadres, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet justement, là pour le coup, de vraiment intégrer la personne dans son système. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose concernant ton rapport au journalisme actuel dans ce qu'on a déjà évoqué? Là, moi, j'ai fini les questions sur ce sujet-là. On va passer à la suite. Donc, du coup, c'est pour ça que je te fais cet appel du pied en disant, est-ce qu'il y a des choses qui seraient frustrantes de ne pas dire maintenant qu'on a dit tout ça? Ce que je peux dire, peut-être qu'on va y revenir, c'est que après moi j'ai une pratique du journalisme un peu particulière et très certainement je l'ai utilisé comme un vecteur thérapeutique et que je m'en suis rendu compte sur le tard que j'ai pas traité des sujets par hasard et je suis allé vraiment vers des typologies de thèmes assez particulier. J'ai travaillé sur les violences sexuelles, j'ai travaillé sur les pratiques sexuelles bizarres, j'ai travaillé sur les tabous. J'avais un blog de mes premières publications, c'était pour slate.fr, sur lequel j'avais un blog qui s'appelait Chasseurs d'étranges, où du coup j'ai traité de cannibalisme, de tout un tas de sujets comme ça dont personne ne veut parler, mais que tout le monde adore lire évidemment. Et quand j'ai été journaliste politique, finalement, sans m'en rendre compte, j'ai été attiré comme un aimant, évidemment, par les polarités un peu tabous, la zone des extrêmes, entre guillemets. Et tout le monde s'en fout. Alors là, j'étais plus à proprement parler journaliste, hein, je travaillais plus pour une rédaction, mais je faisais le travail du journaliste au sein de l'équipe. Et à cet endroit-là aussi, en fait, la mécanique qu'on a mis en place en y réfléchissant traite à 100% de la honte. Et donc voilà, moi j'ai eu cet exercice particulier de l'outil journalistique à travers ça.
Super, bah, tu me fais une transition en or pour qu'on arrive au sujet central de notre échange. Bah, c'est la honte et on l'a déjà évoqué déjà au cours de nos précédentes questions, mais là on va y aller, je l'espère, un peu plus intensément, un peu plus profondément. Et puis j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe vraiment de cette façon-là. Et on ne sait pas où on va, mais on y va. Vraiment. Je sais que comme moi, du coup, ce sujet t'intéresse beaucoup, voire même plus que moi, dans le sens où tu as fait plus de recherches. Moi, j'ai juste, bah justement, j'en profite pour saluer Axel, avec qui j'ai passé un petit moment et qui m'a cité ton intérêt pour cette question-là, où j'ai dit ouais chouette. Et après, j'ai écrit mes questions. Donc, j'étais pas en train d'écrire un bouquin dessus. Je me suis juste dit c'est un super sujet, et donc les questions sont à la mesure de cet intérêt soudain. Donc, j'ai pas eu 8 semaines où j'ai creusé, et puis j'ai pas la méthodologie pour. Mais j'aimerais commencer par te demander pourquoi ce sujet-là t'intéresse autant. Pour une question de survie, parce que le petit garçon dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose avec lequel il a dû composer à un âge où et avec une intensité voilà que normalement on connaît pas à ces âges-là. Et le petit garçon, il est devenu ado, il est devenu jeune homme, il est devenu homme. Et en fait, je crois tout simplement que j'ai été et je suis quelqu'un de très fortement traversé par ces questions de la honte. Et du coup, à un moment donné, j'ai voulu essayer de retourner la pièce à l'intérieur, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt que ce soit un poids, un fardeau, une marque d'infamie ou quelque chose que je subis, d'essayer de voir en quoi c'est un super pouvoir quelque part. Parce que je me rends compte que j'ai une curiosité, j'ai une appétence, j'ai une facilité à tourner le regard dans certains angles morts qui sont pas confortables pour d'autres personnes à regarder. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'au début je vendais mes premières piges, j'allais faire les sujets que personne d'autre ne voulait faire. J'ai été le journaliste du Salon de la Mort pendant un an. Je prends un plaisir là-dedans très fort parce que je pense que voilà c'est opératoire. Donc voilà pourquoi ce sujet pour une question de survie certainement. Ok. Bah, je pose une question à laquelle tu as déjà répondu dans ta première réponse, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont devenir quand je te la pose. Est-ce qu'il y a, selon toi, une ou des pertinences à l'existence de la honte? Évidemment, la honte, c'est d'abord une fonctionnalité. Pour moi, c'est ni bien ni mal, c'est un état de fait. Ça, 100% des êtres humains qui ont traversé ce monde ont éprouvé la honte. Il y a des débats en éthologie pour savoir est-ce que certains animaux en éprouvent. Moi, je suis un peu convaincu que oui. En tout cas, certains animaux sociaux, ça peut se vérifier de manière assez frappante quand même dans les groupes de singes, parfois chez certains gros mammifères. Et, et du coup, en fait, on a pu observer que la honte, il y en a différentes sortes, évidemment. Et tous les jours, en fait, la honte, elle nous permet de nous guider sur une gamme de comportements qui sont gérables dans le champ social, qui vont faire en sorte qu'on va pas se retrouver mis au banc, expulsé, mis en danger de mort parce que la société veut plus de nous. Donc d'abord, la honte, c'est d'abord une fonction de paramétrage qui est hyper pertinente et à plein d'égards, nos sociétés, par exemple, sont beaucoup trop honteuses à certains sujets et pas du tout assez à certains autres. Je donne un exemple. Moi, je trouve incroyable que notre société française, elle soit si peu honteuse des féminicides tous les 2 jours. Il y a une citoyenne française qui est tuée sur notre territoire par son conjoint tous les 2 jours, et c'est une norme. C'est une norme au point que les personnes qui essaient de le rappeler à grands efforts se font se font taire et se font accuser d'être négativistes ou je sais pas quoi, alors que si c'était des mecs, ça serait un sujet de société immédiat qu'on mettrait au devant de toutes les priorités. Alors ça commence à bouger, il faut être optimiste évidemment, les choses bougent, mais moi c'est par exemple quelque chose qui me sidère. Donc oui, la honte, c'est quelque chose qui est parfaitement pertinent. Je pense qu'elle nous permet de mesurer au quotidien la distance entre là où on est là maintenant
et l'endroit où on croit qu'on va échouer. Et quand je dis échouer, ça peut aller jusqu'au point de mourir, en tout cas. Donc ça veut pas forcément dire mourir physiquement, ça peut être ce que nous percevons comme tel. C'est un thérapeute Gibou, je crois que c'est François Gibou, je vais pas dire de bêtises, qui dit la honte, c'est l'émergence du sentiment d'être inadéquate à son environnement. Et donc là, on peut voir dans cette définition assez simple, qui est évidemment, il y a une partie qui est indispensable à la vie sociale. Ouais, du coup c'est à la vie sociale, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Moi je me suis fait, alors je connaissais pas François Gibou, mais je me suis fait ma petite définition que je te partage. J'ai l'impression que la honte est une sorte de larcène émotionnelle, comme si un observateur intérieur ou extérieur faisait irruption sans prévenir, et d'un coup le jugement nous submerge, nous fait perdre pied. Est-ce que ça te parle comme façon de voir la honte, ou est-ce que je suis à côté de ta définition à toi? Bah oui, c'est une ce que tu décris, c'est une manifestation intense de la honte. Après, je crois qu'on en a aussi des toutes petites dont on se rend même pas compte, qui sont, je sais pas comment dire, comme des petits pics qu'on va avoir tout au long de la journée de ah je vais pas dire ça, je vais pas me taper l'affiche, comme on dit facilement à ses copains et ses copines. Et donc il y a ces petites choses là, puis il y a des hontes qui vont aller parfois très 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 intenses au point d'être un coupe-circuit, c'est-à-dire si on nous plonge dans une honte fondamentale très 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 violente d'un seul coup, on s'effondre, on s'évanouit. D'ailleurs, il y a des manifestations somatiques qui sont assez, je vais pas dire fascinantes, mais intéressantes à observer chez des personnes, par exemple, qui ont vécu des agressions assez brutales et qui arrivent plus à sortir de chez elles pendant un certain nombre de semaines. Et dès qu'elles essaient de sortir, elles s'effondrent évanouies. Et moi, je pense que ce qu'on voit se manifester à cet endroit-là, c'est une manifestation très intense, les plus intenses possibles de cette question de la honte. Ok, Intéressant. La personne croit tellement qu'elle va être remise à l'endroit d'une mise en danger mortelle qu'elle elle simule la chose, quoi. Elle éteint la machine. Ouais. D'ailleurs, alors dans mon parcours, dans mes loisirs aussi, donc je suis dans une association qui fait de l'événementiel depuis une quinzaine d'années, et j'ai des responsabilités autour des questions de consentement pour faire en sorte notamment que les soirées qu'on organise se passent le mieux possible, et de créer ce qu'on appelle des espaces sécures, des safe space pour chacun. Et on a des formations pour gérer les conflits qui pourraient survenir en soirée, et j'ai souvenir comme ça d'un formateur qui nous disait quand ça dérape très très fort, qu'il y a quelqu'un par exemple sous emprise qui est en train de monter dans les tours de manière très violente et qui devient menaçant, une stratégie possible, quand c'est pertinent et que ça s'y prête, c'est qu'on arrive par derrière, on lui baisse son froc d'un coup. Et on le met en fait dans une honte instantanée qui coupe la chic littéralement, qui fait tomber en fait de 100 à 0 le potentiel d'énergie, d'énervement, de colère, de machin qui est développé. Donc c'est utilisé. C'est d'ailleurs alors utilisé dans d'autres conditions qu'on connaît abominables aussi pour contraindre et contenir les gens, par exemple dans des endroits comme Guantanamo, des choses comme ça. Mm, mm. Eh ben ouais, c'est un sujet qui est très vaste en fait, et puis vu son intensité, alors évidemment elle peut être de différentes intensités, mais vu son intensité quand on s'en rappelle, ça peut être un outil très puissant quand on sait comment le déclencher chez les autres, d'une certaine façon. Je continue un petit peu sur, ce que ça m'a fait écrire en fait d'avoir cette discussion avec toi pour aujourd'hui. Et je me suis dit que la honte c'est en lien pour moi avec une volonté de disparaître. Et je crois que je suis né un petit peu avec cette volonté-là, et de ne plus assumer, de pas accepter d'être moi dans la situation en question. Donc en résumé, c'est une sorte de court-circuit, une impossibilité de démissionner de moi alors que j'en ai envie. Et pour toi, c'est comment quand ça se manifeste? Est-ce que ça te parle aussi ou pas? Bien sûr, ce que tu décris là, c'est ce qu'on ressent effectivement dans les baskets de la honte à cet endroit-là, de ce marigot, on voudrait se faire si petit qu'on disparaît, tout à fait.
Euh, je le, je l'ai ressenti comme ça aussi. Je le ressens encore comme ça. Une chose qui est difficile avec la honte, c'est que en grande partie, elle se loge dans des endroits que je qualifie de nos angles morts, dans des endroits que l'on voit pas. Et moi, comme je l'ai vécu, en tout cas dans mon parcours, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce travail-là, je l'ai vécu comme quelque chose qui me submergeait parfois sans comprendre d'où ça vient, ni vraiment le pourquoi du comment. Et donc, effectivement, tu as dit juste avant, c'est une ressource quand on sait l'utiliser pour le manifester chez les autres, mais c'est une ressource aussi quand on sait lire en soi comment ça fonctionne et comment ça s'active. C'est même un peu Que plus sain de le voir comme ça. le fait de voir un peu clair dans les mécanismes quand on touche justement cette sensation que tu viens de décrire, ça permet en fait de se mettre un peu plus en paix et parfois même de chérir certaines hontes. Moi, j'en suis arrivé à chérir certaines hontes parce que je pense qu'elles sont super utiles dans la société où on est. Ok. Du coup, la honte, c'est une émotion forte et qui fait perdre ses moyens, perdre le contrôle, qui fait rougir, qui fait balbutier, qui fait transpirer. Et donc, il y a aussi un sujet important qui est la peur d'avoir honte. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose par rapport à la peur d'avoir honte? Alors, je dirais même, là où j'en suis de ma compréhension, pour moi, la peur, c'est la matière première qui fabrique la honte. Si on imaginait que la honte, elle était fabriquée avec des molécules, bah, cette molécule, si on la regarde dans le microscope, c'est de la peur brute, littéralement. C'est-à-dire que comme si on imaginait qu'il y avait des étages, la peur, c'est vraiment le magma émotionnel pur. Par-dessus se cristallise la honte et par-dessus, on va avoir mélangé un espèce de marigot, je dirais, qui mélange, pour faire vite, culpabilité avec tristesse et colère. En gros, la culpabilité qui va nous faire tourner en boucle et qu'on a besoin d'écluser pour pouvoir justement voir notre honte au fond. Et quand on fait un travail sur la honte, on trouve la peur derrière. Tu disais, la honte, c'est quelque chose qui nous fait perdre les moyens, c'est aussi quelque chose qui nous en donne. Encore une fois, il faut pas perdre de vue cette partie, entre guillemets, structurante, cette partie outil de la honte, qui est indispensable dans un monde, a fortiori comme le nôtre, où on est dans la promiscuité beaucoup. En tout cas, quand on vit dans des villes très denses, par exemple, moi j'habite en région parisienne, c'est une des villes les plus denses du monde. Euh, je pense que la honte se manifeste beaucoup dans ces espaces-là parce qu'elle est aussi un moyen nécessaire de la vie collective et de la vie entassée un petit peu les uns sur les autres. Une des manifestations de la honte moi je trouve qu'il me frappe beaucoup, c'est comment la honte vient nous faire rentrer nos émotions dans une boîte acceptable pour la société. Il n'est pas du tout, par exemple, accepté de pleurer en public dans nos sociétés, c'est encore assez difficile. Dès que quelqu'un pleure, il faut essayer de résoudre ça, il faut essayer de réparer ça. C'est un peu comme si quelqu'un faisait pipi et que quelqu'un arrivait pour lui dire il faut que ça s'arrête. Tu vois, non, en fait, il y a besoin de circulation. Pareil, c'est pas simple de pouvoir hurler pour décharger une énergie de colère ou comme dans le temps on pouvait faire, avoir une danse ou un truc comme ça pour faire sortir ce qui a besoin de sortir. Aujourd'hui, on est dans des sociétés aussi qui par un désinvestissement heureux ou pas, c'est à chacun d'en décider du champ spirituel et de la ritualité, les individus sont privés aussi de tout un tas d'usages, de pratiques, d'outils qui permettent de faire circuler cet émotionnel et la honte aussi qui est corrélée. Et du coup maintenant, faute d'avoir ces outils-là, ces moments de catharsis, ces moments pour expulser, on met des hontes comme des petits verrous à l'intérieur de notre personne sur tout un tas de comportements qui pourtant, à mon avis, relèvent aussi de l'hygiène individuelle de l'être humain, quoi.
Hmm. Ouais, là, on glisse dans la dimension en fait collective de la honte, alors que au départ, moi, je l'ai ancré à l'intérieur de moi. Évidemment, il y a le phénomène systémique avec comment on- c'est peut-être des poussières la poussière qu'on a mise sous le tapis qui se transforme, qui se matérialise et qui se cristallise d'une certaine façon, et qui va travailler les individus de l'intérieur qui constituent ce collectif, à l'endroit où la honte forme une sorte d'autocensure en fait finalement. Ça va avec l'autocensure là finalement ce que tu dis. Alors, ou, à mon avis, l'autocensure peut être une manifestation de la honte, mais la honte est un sujet plus vaste encore. Hmm. Parce Oui, que, bien sûr. encore une fois, ça vient se loger à des endroits dont on n'a pas idée. Et à certains, et je crois même que, en fait, on ne peut pas vraiment en sortir complètement, et ce n'est pas souhaitable d'ailleurs, et que quand on déplace imaginons que donc la honte serait dans une zone d'ombre, dans un angle mort, et qu'on commence à regarder une partie de cet angle mort, bah, il y a une autre partie qui tombe dans l'ombre. Et je pense que ça se déplace tout le temps comme ça. Et ça fait partie de la condition humaine. Tu parlais de ce rapport, c'est hyper important à mon avis, entre la honte intérieure individuelle et la honte collective. Très souvent, c'est ce que j'ai trouvé dans mes travaux, la honte est limitée à un sujet social. C'est-à-dire, c'est un outil de régulation sociale. Et ça n'existe que dans le regard de l'autre. Et je crois que c'est une vision un peu limitative de la chose. Primo Levi, par exemple, donc Primo Levi, c'est un auteur, un grand auteur italien du XXe siècle qui a survécu au camp de concentration, qui a écrit un livre absolument fabuleux que je conseille absolument à tous les gens qui l'ont pas lu, qui s'appelle Si c'est un homme. Et ce livre raconte en fait du coup sa déportation et notamment dedans il décrit très très bien la honte qu'il ressent à la libération des camps, alors que c'est lui la victime, alors que c'est lui le prisonnier, mais il ressent cette honte individuelle existentielle de faire partie de cette espèce complexe, de cette espèce qui contient à la fois le bourreau et sa victime, qui contient à la fois le nazi et le juif qu'il a martyrisé. Et dans cette énergie-là, cette énergie de la honte d'être un homme, elle n'est pas dans le regard de l'autre. Pour moi, elle est encore à un autre endroit plus profond, plus intérieur, fondamental. Le philosophe Gilles Deleuze disait que il n'existe pas de principe créatif à ce monde qui ne soit mu par la honte d'être un humain, c'est-à-dire par la honte de l'imperfection. Nous créons des concepts, de l'art, parce que on essaye de conjurer quelque part ce qui nous différencie des dieux, ce qui nous différencie de notre perception du parfait. Puisque nous sommes mortels, puisque nous sommes incarnés à ce monde sensible, comment dire, vulnérable à la maladie, vulnérable aux émotions, nous sommes imparfaits. Et du coup, on essaye de créer finalement avec cette énergie que Deleuze qualifie de énergie de la honte existentielle fondamentale. À ça vient se mailler un autre sujet qui est fait avec le même matériau, la honte toujours, mais qui est effectivement la question collective. Et, et comment est-ce que cette projection intérieure, on va la sortir de nous et en faire un regard régulateur et aussi structurant de nos valeurs sur comment on veut être à ce monde. Parce qu'en fait, nos hontes, je crois qu'elles sont complètement corrélées aussi à nos valeurs. Nos hontes, elles définissent là où on ne va pas. Elles définissent aussi ce qu'on ne fait pas. Il y a une chanson d'un chansonnier français qui s'appelle Michel Buller, qui s'appelle La vulgarité. Et je la trouve vraiment géniale parce qu'en fait, il inverse complètement tous les codes en disant, bah voilà, en fait, en gros, pour lui, je vous résume, ce qui est vulgaire, c'est pas quelqu'un qui pète à table, c'est un patron qui vire toute son usine pour délocaliser en Chine. Et c'est marrant parce que dans cette chanson, il fait un travail justement en reposant de manière un peu plus juste les endroits qui doivent être honteux et qui ne le sont peut-être pas assez.
Vous voyez, et là, on voit du coup comment aussi dans le champ collectif, dans le champ social, quand on exprime nos limites, nos valeurs, l'endroit où on a envie d'être, l'endroit où on ne veut pas aller, et ben on vient activer aussi cet outil-là de la honte. Très intéressant.